Arma virumque cano Troiae qui primus aboris. Italia fato profugus lavinia juvenit. Litora multu ille terris iactatus et alto. Saluete amici, ici Faunefos. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du dernier empereur de 69, celui qui renverse Othon, Vitellius. Et comme d'habitude, on va commencer par sa famille. Il est le César à la généalogie la plus obscure. Suétone nous dit que s'affrontent deux hypothèses. La première, plus mythique, dit que la gens Vitellia est issue de Vitellia, probablement une divinité locale d'Italie centrale, et de Faunus, petit-fils de Saturne et roi des aborigènes. Et là, vous vous demandez pourquoi je vous parle d'Australiens. Je vous répondrai qu'avant de désigner les autochtones d'Australie, le terme d'aborigène désigne dans la tradition romaine les peuples qui vivaient en Italie avant l'arrivée d'Énée. Autre hypothèse présentée par Suétone, la gens Vitellia serait récente. L'arrière-grand-père de Vitellius serait le fils d'un affranchi ou d'un fabricant de chaussures, qui après un mariage avantageux connaît une ascension sociale. À la naissance de Vitellius, son père Lucius est chevalier. Vitellius connaît une brillante carrière politique sous les règnes de Caligula, Claude et Néron dont il est très proche. En janvier 69, un peu avant l'avènement d'Othon, les troupes commandées par Vitellius en Basse-Germanie l'acclament. Ses soldats, mécontents de Galba, l'auraient tiré de ses appartements à une heure avancée pour l'acclamer en robe de chambre, brandissant l'épée de César, retirée à un temple de Mars. Apprenant la mort de Galba, Vitellius, qui trouve qu'en fait c'est sympa d'être empereur, refuse d'aller prêter allégeance à Othon. Il divise son armée en deux, et envoie un premier corps rencontrer les légions levées par Othon, en prenant la tête d'un deuxième pour prendre Rome. Comme vous le savez, l'armée envoyée rencontrer Othon l'écrase à Bédriac en avril, et Vitellius prend Rome. Selon Suétone, il entre dans Rome en habit militaire, au son des trompettes et les armes à la main. Tacite, un autre historien romain, nous dit en revanche qu'il s'est ravisé au dernier moment et a préféré rentrer dans Rome à pied. Comme vous le voyez, Vitellius n'a pas beaucoup d'égards pour le mos maiorum. Si la guerre civile est perçue par tout le monde comme une atrocité, un tabou absolu, Suétone prête ses paroles à Vitellius, répondant à ses soldats qui se plaignaient de l'odeur des corps entassés à Bédriac. Optime olere occisum hostem et melius quivem. Et ce n'est pas le seul acte impensable commis par Vitellius, qui, toujours selon Suétone, se servait dans les offrandes alimentaires offertes aux dieux directement sur l'autel. Aujourd'hui, ça peut prêter à sourire, mais la société romaine est extrêmement superstitieuse. On craint énormément les dieux et le destin. Un blasphème de cette gravité est aussi atroce que certaines choses que j'ai pu vous raconter dans les épisodes sur les empereurs fous. J'ai dit qu'il mangeait les offrandes aux dieux. Ce n'est pas la seule chose que Vitellius mange. Il bouffe, il bouffe, il bouffe toutes ses économies au point de s'endetter, toutes les ressources des provinces qu'il commande, et bientôt tout le budget de l'État. Il fait 4 repas gargantuesques par jour. Chaque repas public qu'il donnait dépassait les 400 000 sesterces. Lors de sa prise de Rome, son frère aurait servi à Vitellius pas moins de 1000 poissons et 7000 oiseaux. Bon, évidemment, il n'est pas le seul à les manger, mais ça reste énorme. C'est à Vitellius qu'on doit cette image des immenses orgies romaines où l'on se fait vomir pour manger plus. Idée reprise par Hunger Games d'ailleurs. Si c'est une pratique réelle, elle n'est pas fréquente. Suétone regarde ça comme une tare. L'image d'une Rome débauchée où on mange et on baisse tout le temps qu'on voit dans les péplums, c'est très largement exagéré et c'est dû à la diabolisation du paganisme à partir du 5e siècle. Dans les faits, le Romain idéal, il est assez austère et on associe dans l'Antiquité ces festivals de débauche aux symposia grecs, une autre exagération, cette fois par les Romains. Il faut aussi parler de Néron, que Vitellius réhabilite, continuant la politique d'Othon. Il fait carrément un sacrifice au mâne de Néron, son âme dans la mort, et fait jouer son recueil de poèmes, le Dominicum, pendant un banquet. Bon, manger, écouter de la musique et blasphémer, c'est marrant en 8 mois, mais ça commence à énerver tout le monde. Si bien qu'en juillet, Vespasien est acclamé empereur en Égypte et pratiquement tout l'Orient lui prête rapidement allégeance. À Rome, Sabinus, le frère de Vespasien, s'agite. Il y a des combats urbains violents entre les partisans de Vitellius et ceux de Vespasien. Vitellius gagne la bagarre et Sabinus est tué. Mais Antonius Primus, le chef des armées du Danube, envahit l'Italie et écrase les troupes de Vitellius à Crémone en octobre. Ça sent bien le sapin quand même, hein. Sans surprise, Primus finit par entrer dans Rome et capture un Vitellius terrifié qui tente d'abdiquer et de négocier une paix.
C'est trop tard, le peuple romain veut du sang, et Primus est ravi de lui en donner. Vous voyez la marche de la honte de Cersei Lannister dans Game of Thrones? Bah, J.R.R. Martin s'est inspiré du sort de Vitellius pour écrire cette scène. Il est baladé nu dans la ville, exposé aux outrages de la foule, puis on achève ses souffrances d'une façon assez dégueulasse que je ne vais pas vous détailler, dans l'escalier des Gémonies, lieu de supplice entre le Capitole et le Forum. Puis, on traîne son corps dans le Tibre à l'aide d'un crochet. Et moi aussi j'ai cru que c'était une erreur de traduction, donc j'ai vérifié le texte latin. Et non, c'est bien ce que dit Suétone. Et là, je vois que j'ai un peu de temps, donc je vais en profiter pour vous parler de violence. J'ai pas mal hésité à vous parler des passages les plus crus de cette série, et j'en ai édulcoré beaucoup. Mais pourquoi en garder? Les supplices ont un sens. Trimballer une tête sur une pique, c'est afficher l'ennemi vaincu. Tirer un corps avec un crochet, c'est lui refuser la dignité d'être porté même par des esclaves. Tuer lentement et tuer d'un coup sec ont deux sous-entendus différents. Le premier humilie et fait souffrir, pendant que le second est plus digne et démontre le respect que l'on porte à un ennemi vaincu à la loyale. Les suicides d'Othon et de Marc-Antoine qui s'empalent sur leurs armes sont des morts de militaires qui acceptent la défaite avec honneur. Les tentatives de négociation de Vitellius et de Néron dessinent des personnages couards. Vous connaissez certainement le récit épique du suicide de Cléopâtre. Ce que vous savez peut-être moins en revanche, c'est que le serpent est très associé à la monarchie égyptienne. En racontant cette version plutôt qu'une autre, Plutarque dessine le portrait de la dernière des pharaons qui s'éteint avec son peuple, et non pas le portrait d'une héritière d'une dynastie placée là un peu au hasard après la mort d'Alexandre le Grand. Et c'est sur cette digression que je vous laisse, digression contrôlée, puisque la semaine prochaine, c'est en Égypte que l'on se retrouve pour assister à l'acclamation de Vespasien en juillet 69. Tantai molis erat Romana convergente